La commission va reprendre ses travaux. Maintenant, nous recevons les représentantes là, du groupe citoyen contre l'abattage rituel d'animaux au Québec, Mme Suzanne Bousquin et Mme Ginette Charbonneau. Alors, je ne sais pas qui des deux là, présente la mémoire, mais je vous informe que vous avez 10 minutes pour la présentation. Et vous avez vu que je suis quand même assez, il faut respecter le temps. Et suivra un échange avec les parlementaires. Alors, la parole est à vous. Mesdames et messieurs les députés, notre mémoire s'intitule « Pour une charte cohérente et conséquente ». Présentation. En plus de vouloir établir le cadre légal de la neutralité et laïcité de l'État québécois, notamment à travers la tenue des employés de la fonction publique au travail, le projet de loi 60 a le grand mérite de rouvrir le dossier des accommodements raisonnables. Il est clair que la commission Bouchard-Taylor a laissé dans son sillage un malaise qui n'est pas prêt de se dissiper. L'étiquette d'accommodement déraisonnable a été accolée aux abattages rituels d'animaux par plusieurs citoyens en colère. Sous couvert de la liberté de culte, des dérogations de nature religieuse permettent à des individus d'égorger à froid des animaux en privé. Dans le Larousse, le mot intégrisme se définit comme suit: attitude et disposition d'esprit de certains croyants qui, au nom d'un respect intransigeant de la tradition, se refusent à toute évolution. Les immolations rituelles d'animaux détonnent dans la société québécoise, qui les associe avec raison à du fanatisme venu d'un autre âge. Jusqu'où vont aller les accommodements en matière de droit à la liberté de conscience et de religion? La liberté de culte donne-t-elle le droit de faire n'importe quoi? Le présent mémoire revisite ces pratiques controversées à la lumière du débat qui se déroule présentement au Québec. Nous le dédions aux hommes et aux femmes qui furent les artisans de la Révolution tranquille, par respect envers les luttes qu'ils ont menées pour qu'émerge une société soustraite à l'emprise religieuse. Ce mémoire ne vise pas à stigmatiser ni à ostraciser quelque individu ou groupe que ce soit. Sa raison d'être vise uniquement à défendre des questions de principe liées à la laïcité. Nous avons la conviction que les rites d'abattage rituel sont emblématiques du carcan légaliste devenu l'apanage des nations ayant appliqué des politiques de multiculturalisme. Un État vraiment laïque doit avoir la liberté de traiter les problèmes éthiques et moraux soulevés par certaines pratiques religieuses en fonction de leurs conséquences. Quelques secondes, juste savoir qui est Mme Charbonneau et Mme Bousquet. Charbonneau. Charbonneau, OK, allez-y. Donc, c'est pour les et non les pas noms, en fonction, et non pas en fonction des principes juridiques inflexibles. Les sujets concernés ici sont des animaux, des multitudes de créatures vivantes. Ce sont elles, à notre avis, qui encaissent le plus massivement notre échec à préserver intacts les fondements laïques de notre société. Citoyens contre l'abattage rituel d'animaux au Québec est issu du courant de réprobation suite à l'immolation rituelle de centaines d'agneaux survenu en octobre dernier à Mont-Saint-Grégoire et dans d'autres localités québécoises. Le lendemain, le ministre de l'Agriculture, M. François Gendron, déclarait devant les caméras que ça ne se passerait pas comme ça, qu'il déclenchait une enquête pour savoir s'il y avait eu cruauté. Rapporté pour la deuxième année consécutive par le réseau de Nouvelles TVA, ces incidents à connotation religieuse ont provoqué une soudaine prise de conscience à l'égard des modes d'abattage rituel d'animaux cachers et halal. Ceux-ci, rappelons-le, prescrivent l'égorgement à froid des animaux, c'est-à-dire sans insensibilisation, anesthésie ou étourdissement préalable. Sur les images captées en plein air sur une ferme de Mont-Saint-Grégoire, des pères de famille musulmans, au terme d'une lutte avec des bêtes terrorisées, tranchent la gorge de leur agneau sous les yeux de leurs épouses voilées et de leurs jeunes enfants. Et les agneaux voient les couteaux et les autres agneaux se faire égorger en contradiction avec les prescriptions coraniques qui stipulent qu'un animal ne doit jamais être abattu sous les yeux d'un autre animal ou d'un enfant. Il est troublant que la tradition des sacrifices d'animaux ait été maintenue jusqu'à nos jours massivement par l'islam. La fête sacrificielle
Delail el-Kébir est une parodie au détriment des créatures concernées. Puis, que faut-il penser de ces jeunes enfants conditionnés à croire que la mort violente d'un agneau aux mains de leur père est source de grande réjouissance et de piété? Comment vont-ils respecter la vie? Sous couvert de la liberté de culte, des dérogations de nature religieuse permettent à des individus d'égorger à froid des animaux en privé. Si les agneaux pouvaient parler, ils diraient qu'ils sont l'objet de discrimination par rapport aux chiens et aux chats qui sont protégés. Alors, la religion dans le garde-manger aux sources des rites halal et kasher. Ces modes d'abattage dérivent de doctrines religieuses qui remontent à plusieurs siècles. Le Coran et la Sunna édictent les instructions relatives au mode d'abattage halal. Et je cite, « Vous sont interdits la bête purée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a évoqué un autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée, ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle soit morte. » Le Coran, table 3, verset 3. Selon l'islam, il faut pratiquer l'égorgement de l'animal à vif, sans insensibilisation, ne pas consommer le sang qui peut porter des maladies et donc séparer rapidement la viande du sang pour ne pas qu'elle devienne haram, c'est-à-dire illicite. En tranchant la gorge de la bête, l'abatteur musulman doit prononcer les paroles sacrées « Au nom de Dieu le plus grand ». Le passage du Coran indiquant que l'animal doit être vivant au moment d'être abattu sert encore aujourd'hui de feu vert à l'égorgement à froid de milliards d'animaux. Ce passage signifiait peut-être tout simplement de ne pas consommer la chair d'un animal trouvé déjà mort. Le mot « conscient » n'apparaît nulle part dans le Coran. Or, un animal qu'on insensibilise pour lui épargner des souffrances inutiles est encore vivant de toute évidence. Le rite d'abattage kasher, observé par les Juifs orthodoxes, s'inspire de l'Ancien Testament, désigné dans le judaïsme sous le nom de Torah, et dont les textes datent de plus de 2000 ans. Il s'agit de l'épisode de la Genèse consacré au déluge et à Noé. On y lit que Noé avait construit un grand vaisseau pour sauver sa famille et des couples de chaque espèce animale. Après le reflux des eaux, Dieu et Noé ont conclu une entente. Dieu s'engage à ne plus détruire le monde tout en dictant ses conditions à la nouvelle humanité. Et je cite, « Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire avec le sang. » Les commentateurs de la Torah ont extrapolé que l'animal devait être saigné en pleine conscience, qu'il soit béni par un rabbin rémunéré pour cette certification, pendu par une patte avant d'avoir la gorge tranchée selon une manière bien précise, en aval du larynx, en amont de la bifurcation de la trachée, en gardant les cervicales où loge la moelle épinière intacte, que seul l'avant est jugé comestible jusqu'à la 8e côte. Et puisque consommer du sang est jugé interdit, que les principaux vaisseaux sanguins soient retirés de la carcasse et que la viande soit trempée dans l'eau, égouttée, salée, pour absorber le sang par osmose, puis rincée à grande eau. La loi juive stipule que l'abattage kasher doit se faire dans le respect des animaux et sans cruauté. Les instances juives affirment que les techniques utilisées visent à assurer à l'animal une mort rapide Minute pour conclure, madame. et sans souffrance. Le point de vue de la science. La non-consommation... C'est moi qui le lis, ça fait rien. Ah, d'accord, mais vas-y. La non-consommation de sang pour des raisons hygiéniques et l'aspect indolore pour l'animal sont les fondements des rituels kasher et halal. Mais il y a un hic. Au plan scientifique, des viandes exemptes de sang, ça n'existe pas.
De plus, les prescriptions rituelles de ne pas faire souffrir l'animal ne peuvent être suivies en raison de la nature même de ces procédés. La chair d'un animal saigné ne peut jamais être libérée de toute trace de sang, qui, comme on le sait, est formée de globules rouges et blancs, de plaquettes, de protéines et différentes substances en suspension dans le plasma. Il y a 2 types de protéines, l'hémoglobine et la myoglobine. L'hémoglobine est le pigment protéique des globules rouges du sang qui donne la couleur rouge rosée des viandes. Hydrosoluble, elle coagule très facilement sous l'action des plaquettes. Heureusement, c'est tout le temps qui était, la 10 minutes étant terminée. On va aller à la période d'échange avec les groupes de parlementaires. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames. D'abord, je veux juste apporter, je dirais, ou faire quelques commentaires là, sur votre présentation. Alors, je constate, là, si on veut résumer, que vous avez essentiellement 2 préoccupations majeures, c'est-à-dire le bien-être de l'animal lors de l'abattage rituel et également toute la question de l'étiquetage. Non. Non? Pas du tout. C'est que vous voyez, M. Drainville, c'est que le type de mémoire que nous présentons... Par leur titre, s'il vous plaît. Oui, Et non par leur nom. Monsieur le ministre, c'est que le type de mémoire que nous présentons est très technique et scientifique. C'est qu'en fait, c'est pas nous qui prétendons que ce sont des procédés qui sont sans douleur pour l'animal. Ce sont les communautés confessionnelles concernées qui l'affirment. Attendez, là. Je ne veux pas rentrer tout de suite dans l'argumentaire. Là. Je vous disais qu'il me semble qu'il y a 2 thèmes principaux à votre présentation, 2 grandes préoccupations ou 2 grandes inquiétudes. Il y a la question du bien-être de l'animal et il y a la question de l'étiquetage. En tout cas, moi, à la lecture de votre mémoire, c'est ce que j'ai constaté. Mais laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît, parce que vous aurez le temps, par ça, d'apporter toutes les précisions que vous souhaitez apporter. Mais c'est important pour moi de faire, je pense, une certaine mise au point. Pour ce qui est de l'abattage, il y a des règles qui sont en place. Je ne vous demande pas, là, je ne veux pas faire un débat tout de suite sur la nature des règles. Je sais que vous souhaitez le faire, mais permettez-moi juste de faire cette mise au point. Il y a des règles, d'abord, qui sont en place. Sur l'abattage religieux, ça doit se faire selon certaines lois, selon certaines règles. D'ailleurs, ces lois et ces règles sont à la fois du domaine fédéral et du domaine québécois. Pour ce qui est du respect de ces règles-là, le MAPAC compte sur des inspecteurs. Il y a des inspecteurs qui travaillent pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Je pense que c'est important de noter que lors de la dernière fête de l'Aïd, en octobre dernier, le ministre de l'Agriculture, M. Gendron, a demandé à ce que les inspecteurs soient particulièrement attentifs à l'égard du respect de ces règles, donc, qui existent tant au niveau québécois qu'au niveau fédéral. Je pense que c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de préciser que l'Aïd, qui est la fête religieuse là, au cours de laquelle a lieu l'abattage rituel des agneaux, c'est une fête religieuse qui est très importante pour les musulmans. Je pense que c'est nécessaire de le préciser. Vous utilisez le mot immolation dans votre mémoire. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'immolation, c'est-à-dire qu'on n'a pas brûlé les carcasses. Je pense aussi que c'est important de dire que cette fête de l'Aïd, je pense pas que les musulmans pratiquants qui nous écoutent m'en voudront de faire cette comparaison-là. Toute comparaison est toujours un peu boiteuse, mais je pense qu'à des fins de vulgarisation, je pense que c'est important parfois de faire une comparaison. Moi, avec les discussions que j'ai, puis avec le savoir, somme toute, correct que j'ai sur cette question-là,
je pense qu'on peut comparer la fête de l'Aïd à la fête de Noël pour les catholiques. Et donc, c'est une fête qui est très importante pour les musulmans. Et donc, je pense qu'il faut situer ça, là. Il faut toujours essayer de mettre les choses en contexte correctement. Moi, je comprends très bien vos préoccupations sur la question de la souffrance des animaux. Il n'y a pas personne, je pense, autour de cette table qui souhaite que les animaux souffrent de quelque façon que ce soit. Et donc, je pense que la question que vous soulevez sur cet important enjeu, comment est-ce qu'on peut, dans le fond, réduire le plus possible la souffrance de l'animal au moment de sa mise à mort, je pense que c'est une question qui est tout à fait légitime. Sur la question de l'étiquetage des aliments, vous savez que c'est une responsabilité qui relève du gouvernement canadien. Notre gouvernement est intervenu auprès d'Ottawa. M. Gendron, notre ministre de l'Agriculture, est intervenu auprès d'Ottawa pour réitérer la volonté qui avait été exprimée sous le gouvernement précédent. Même le premier ministre, M. Charest, a dit à un moment donné, « Moi, je souhaiterais que ce soit étiqueté. Je souhaiterais que la viande halal soit étiquetée. » Et je pense que c'est une position également qui a été reprise par la coalition Avenir Québec à un moment donné, si je ne m'abuse. Donc, sur le principe de l'étiquetage, tout le monde est d'accord, mais il faut que le gouvernement fédéral accepte de le faire. On ne peut pas le faire à sa place. Et comme je vous dis, nous, on est intervenus pour signifier donc aux autorités fédérales que ce serait une bonne idée s'il y avait un étiquetage de la viande halal et de la viande cachère. Actuellement, il y a un règlement sur la viande cachère, sur l'étiquetage de la viande cachère, mais il n'y a pas d'obligation d'étiqueter les produits cachères. Mais si tu étiquettes ton produit cachère, tu dois suivre une réglementation fédérale qui est prévue. Et il y a un projet de règlement, si je ne m'abuse, il y a un projet de règlement également pour les viandes halal, les produits alimentaires halal. Là, c'est pas clair encore si le projet a été mis, le projet de règlement, il a été publié, mais est-ce qu'il est en œuvre? On ne le sait pas encore. Mais en tout cas, donc, il y a au niveau fédéral une procédure à suivre, mais il n'y a pas d'obligation d'étiqueter. Et si je comprends bien, ce sera ma première question, vous souhaiteriez qu'il y ait un étiquetage obligatoire des produits halal et cachère. Est-ce que je me trompe? Ce n'est pas notre propos, Monsieur le ministre, c'est que, permettez-moi une question, quelle version avez-vous de notre mémoire? Quelle version avez-vous? Parce que nous avons envoyé à la secrétaire de la commission une autre version de mémoire que nous avons envoyée est en date du 23 janvier 2014. Ah, vous n'avez pas la... Parce que on a procédé à des corrections de dernière minute. Dernière version? Excusez, nous allons vérifier s'ils ont la bonne version. Oui, parce que la question de Monsieur le ministre n'a aucun rapport. On ne parle pas du tout de l'étiquetage dans la bonne version. Sur laquelle on ne parle pas d'étiquetage. Non, mais je ne vais pas répondre. Juste pour faire un commentaire là-dessus, c'est que lorsque nous recevons une version corrigée des mémoires des groupes ou individus, nous, à la commission, le signale sur le site du greffier et les parlementaires vont le chercher, mais on va vérifier si effectivement c'est la bonne version qu'ils avaient. On ne va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, là. Est-ce que, même si on va revenir, bien entendu, aux propos que vous souhaitez nous transmettre, là, mais sur la question de l'étiquetage, est-ce que c'est quand même, ça fait partie du débat public. Est-ce que pour vous, ce serait souhaitable que ce soit étiqueté ou pas? Je peux quand même vous poser la question. Nous, ce n'est pas la question qui nous préoccupe. Et, Monsieur le ministre, pour que notre intervention soit vraiment efficace, nous croyons que cette version du mémoire
répondrait à toutes les questions, parce que nous sommes un groupe de citoyens qui avons voulu aller au fond de la question, d'aller au fond des choses. Et j'ai commencé la lecture de ce mémoire, mais j'ai pas encore, on ne sommes pas encore rentrés dans le vif du sujet, qui est un argumentaire scientifique basé sur des principes de microbiologie, d'immunobiologie, où on démontre que finalement des viandes cachères et halal au plan scientifique, ça n'existe pas. Et nous croyons fermement que peut-être que la façon la plus efficace d'exprimer notre point de vue devant vous tous, commissaires réunis, ce serait de procéder à la lecture complète du mémoire pour que vous puissiez vraiment saisir notre position. Alors, Monsieur le Président, je vous demande la permission, s'il vous plaît, que nous puissions continuer la lecture. Pour vous l'accorder, parce que là, nous sommes sur le temps des parlementaires, alors il appartient aux parlementaires de vous accorder ce temps-là. Nous permetteriez-vous? Je vais vous permettre de Merci, faire. Monsieur le ministre. Mais là, vous êtes conscient du fait qu'il reste? Il reste 10 minutes pour... Merci, Monsieur le ministre. Alors, il reste 10 minutes. Après ça, ça ne relève plus de moi. OK? D'accord, merci, Monsieur le ministre. Je continue donc. Allez-y. Merci. Parce qu'il y a 10 minutes. Artères et veines forment des ramifications jusqu'aux vaisseaux microscopiques à parois très fines. Les capillaires sont présents dans chaque millimètre carré de chair. Aussitôt que la gorge de l'animal est tranchée, les cellules des tissus abîmés envoient instantanément des signaux chimiques pour demander aux lymphocytes de venir à la rescousse et enclencher le processus de cicatrisation. Les capillaires efférents de la plaie se contractent, les artérioles entrantes se dilatent pour accroître l'apport sanguin. Du même coup, la perméabilité des capillaires augmente pour permettre aux globules blancs, fluides et autres cellules d'atteindre la blessure. Le problème, c'est que certains globules blancs migrent hors des capillaires vers les tissus. Et une fois qu'ils y sont, peu importe l'observance stricte du rituel, le type d'entaille, l'ampleur de la saignée, le traitement de la viande par trempage aqueux ou vinaigré, salage, rinçage, lessivage ou déshydratation, il est techniquement impossible de les déloger. L'élément sanguin se trouve au cœur même des fibres. Donc, selon les processus de l'hématologie, de la microbiologie et de l'immunologie moderne, aucune viande n'est cachère ou halal au sens strict du rituel traditionnel. Maintenant, l'affirmation « Les méthodes d'abattage cachère et halal sont sans douleur et garantes d'une mort rapide ». Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de trancher avec rapidité la gorge d'un animal éveillé, tout en laissant les vertèbres cervicales intactes. Le sectionnement rapide des artères carotides, initiant un manque d'apport sanguin au cerveau, est présenté comme la façon d'empêcher la douleur d'être captée par le cerveau. Certes, la pénurie d'oxygène au cerveau finit par rendre la bête inconsciente, mais après une agonie douloureuse de 2 à 14 minutes, car la moelle épinière est gardée intacte lors de l'abattage. Plusieurs articles de chercheurs colligés par l'organisme Compassion and World Farming indiquent qu'après l'incision de la gorge, de gros cailloux peuvent se former aux extrémités des artères carotides sectionnées et causer une occlusion dans la blessure. Nick Cohen a écrit dans le journal New Statesman « Ces occlusions ralentissent l'écoulement du sang des carotides et retardent la chute de pression sanguine nécessaire à la désactivation du cortex sensitif. Chez les veaux étudiés, 62,5% présentaient de telles occlusions. Même si l'abatteur est des plus compétents et que le coup de couteau est d'une précision chirurgicale, le sang qui continue à affluer au cerveau via les artères vertébrales fait en sorte que l'animal ressent pleinement la douleur. Le 19 septembre 2010, Simon Magee et Martin Delgado, journalistes du quotidien britannique Daily Mail, expliquent, et je cite, « This is because the carotid arteries can contract after the cut has been made, effectively sealing the severed ends and maintaining blood pressure in the brain. » En 2007, la Fédération des vétérinaires d'Europe a déclaré « L'abattage des animaux sans étourdissement préalable est inacceptable en toutes circonstances. » Chez les animaux, la perception de la douleur passe par le tronc cérébral, qui assure le lien entre la moelle épinière et le cerveau.
Le cortex sensitif reçoit les messages de douleur captés par les nocicepteurs cutanés et musculaires. Ce message passe d'abord par la moelle épinière avant d'être relayé à l'encéphale. Cela signifie que l'animal ressent des douleurs lors de la pénétration de la lame, ainsi que des douleurs liées à sa blessure béante durant la période précédant sa mort cérébrale qui peut prendre plusieurs minutes. Une reconnaissance tacite de ces faits existe en Europe depuis des années. Dans son rapport d'expertise « Douleurs animales » publié en France en 2009, l'Institut national de la recherche agronomique a suggéré que l'égorgement soit aussitôt suivi d'une insensibilisation. Il n'est pas certain que cette pratique soit sans danger pour la santé, puisque celle-ci accentue le risque d'infection bactérienne du type E. coli, naturellement présente dans l'estomac des bovins et des ovins. D'autant plus qu'il existe un corpus impressionnant d'avis d'experts qui dénoncent les risques sanitaires accrus liés aux abattages rituels. La réglementation européenne recommande de laisser intacts la trachée et l'œsophage lorsqu'on égorge les bêtes, puis de ligaturer l'œsophage et le rectum avant de séparer la viande des viscères. Les risques d'infection des viandes seraient augmentés par la généralisation dans les abattoirs des modes d'égorgement rituels halal et cachère. Lors de ces abattages rituels, l'impossibilité matérielle de ligaturer l'œsophage des animaux entraîne un épanchement de matière stercoraire en provenance de l'estomac qui s'écoule à travers la section béante de l'œsophage. La souffrance et le stress infligés provoquent une production massive de toxines nocives pour l'homme qui se transmettent par la viande. Les germes de l'intestin passent dans le sang. Conséquences physiologiques dues au stress des animaux égorgés à vif, la concentration du sang dans les organes essentiels. Il s'agit d'un processus naturel de survie qui entraîne vraisemblablement une saignée moins abondante. Les arguments évoqués dans la présente section, qu'ils soient de l'ordre de la microbiologie, de l'immunologie, de l'hématologie ou de la neurophysiologie, prouvent hors de tout doute raisonnable que nous avons le devoir d'interdire la pratique des abattages rituels au Québec. Nous devons avoir le courage de laisser les évidences scientifiques l'emporter sur les raisonnements spécieux des groupes communautaires concernés. La préservation du caractère de laïcité et de neutralité de l'État québécois l'exige. Reflétant une vision essentiellement machiste, les modes d'abattage cachère et halal appartiennent à un monde révolu, marqué par la superstition et l'inégalité entre les sexes. Que vaudra une charte de valeurs se voulant consensuelle, inclusive et égalitaire si nous laissons cours à ces archaïsmes inacceptables? L'interdiction du port de signes religieux ostentatoires aux heures de travail dans la fonction publique ne peut pas asseoir à elle seule le caractère laïque de l'État québécois. Pour que la Charte des valeurs soit cohérente et conséquente, il faut élargir la portée du projet de loi 60 afin de nous réapproprier pleinement la distinction religion-État héritée de la Révolution tranquille. Posons-nous ces deux questions fondamentales. Quelles sont les valeurs qui ne concernent pas la religion? Qui, de la laïcité ou de la religion, est la mieux placée pour faire avancer la société québécoise? Continuer à fermer les yeux sur la pratique injustifiée des rites halal et cachère revient à banaliser la cruauté. Des dérogations de nature religieuse permettent à des communautés confessionnelles d'ignorer les conditions de confort minimales accordées aux bêtes d'élevage en fin de vie. Un État vraiment laïque ne peut tolérer qu'elle soit bafouée au nom des croyances religieuses de quelque communauté que ce soit. Nous sommes d'avis que les animaux d'élevage au Québec possèdent déjà amplement leur lot de souffrances sans qu'on leur en inflige des souffrances additionnelles inutiles. Les modes d'abattage halal et cachère sont universellement reconnus comme étant les pires du point de vue de l'animal. La masse critique de témoignages, d'études scientifiques indépendantes et de documents filmés
montrant le martyre de ces bêtes égorgées, ne peut plus être ignoré. Le projet de loi 60, centré sur la laïcité et la neutralité de l'État, nous permet d'aborder une facette spécifique du traitement des animaux liés aux accommodements raisonnables. Le projet de loi 60 vise à établir les conditions entourant les demandes d'accommodement. Le chapitre 5, article 15, 4e alinéa, stipule que l'accommodement demandé ne compromet pas la séparation des Églises et de l'État, et ainsi la séparation des religions et de l'État, ainsi que la neutralité religieuse et le caractère laïque de celui-ci. Attendu que les rites d'abattage rituels contreviennent au 4e alinéa de l'article 15 du chapitre 5 du projet de loi 60, que les modes d'abattage rituels sont des dérogations à des lois provinciales et fédérales basées sur la religion, que l'égorgement à foi prescrit par les rites cachers, halal ou prôné par toute autre religion. Madame Bousquet, parce que le temps du ministre s'est écoulé, je dois aller du côté du parti de l'opposition, le député de Lafontaine. Juste rappeler aux gens qui nous écoutent et ceux qui vont suivre de prendre note que vous avez 10 minutes pour présenter votre mémoire. Là, le ministre a accepté de prendre de son temps pour vous permettre de poursuivre, mais c'est important si on veut avoir des échanges. Là. Alors, Monsieur le député de Lafontaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais donc vous remercier, Mesdames Bousquet et Charbonneau, c'est bien cela. Merci pour le temps que vous avez pris pour rédiger le mémoire et le mémoire amendé de janvier et le temps que vous avez pris pour venir nous en faire la présentation. Le commentaire général, je pense qu'il est important de faire ici, c'est qu'il y a un nécessaire équilibre dans le respect d'une part, d'une fête qui est Aïd al-Adha, qui est la fête du sacrifice, qui est basée sur des croyances religieuses, d'une part, donc la possibilité, évidemment, que cette fête puisse avoir lieu, et d'autre part, le respect de règles canadiennes, entre autres sur le règlement sur l'inspection des viandes, quant aux abus, aux cruautés, également règles du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec sur la protection des animaux, également les permis nécessaires. On a vu dans le passé que dans le cadre de cette fête, il y avait eu quelques écarts et le ministère, tout gouvernement confondu, doit et veille à ce que les règles donc de salubrité, non-cruauté envers les animaux, que les gens qui permettent et qui organisent aient les permis nécessaires afin que les normes soient respectées. Alors, nous avons entendu votre point de vue à ce niveau-là et je vous en remercie. Et Monsieur le Président, je vais laisser donc la parole à la deuxième opposition. Merci, Monsieur le député. Excusez, je proposais une tournée de café. Là, vous n'avez pas de questions? OK. Alors, Madame la députée de Montarville, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames. Merci pour votre mémoire qui est très technique, qui est très scientifique. J'ai peu de temps, j'ai 4 minutes 30 environ. Pourriez-vous, je vous laisse le temps de nous dire ce que vous demandez précisément en fonction de... On a le projet de loi 60 devant nous. Qu'est-ce que vous demandez? Quelles seraient les recommandations en 4 minutes là, que vous voulez voir apparaître et sur lesquelles vous voudriez que le gouvernement se penche? Merci beaucoup. Tout d'abord, nous recommandons que soient ajoutés ou libellés du projet de loi 60 les énoncés suivants. La religion ne doit pas l'emporter sur le bien-être des animaux et l'abattage rituel d'animaux est interdit au Québec, quel que soit le cadre dans lequel il s'inscrit, public ou privé. Que la loi sur les produits alimentaires du MAPAC soit amendée afin de retirer de l'article 6.4.2.2 la dérogation religieuse de l'article 77 du règlement de 1990 sur l'inspection des viandes du fédéral. Que le gouvernement du Québec hausse le montant de ses amendes en vertu de la loi contre la cruauté envers les animaux afin de les rendre égales à celles de l'Ontario. Que le Québec intègre les mots « souffrance » et « cruauté » dans la terminologie de la loi sur les produits alimentaires du MAPAC. Que la loi sur la protection des consommateurs soit amendée afin d'y intégrer les énoncés ci-après.
Les différents coûts liés aux certifications de nature religieuse de produits alimentaires québécois ne doivent pas être inclus dans le prix de vente au détail des dits produits. Tous les frais associés aux certifications de nature religieuse doivent être assumés par les groupes confessionnels concernés qui les réclament. Suivant l'adoption du projet de loi 60, nous recommandons que le gouvernement du Québec conclue une entente avec Ottawa concernant les abattoirs sous juridiction fédérale situés et opérant en territoire québécois, afin que ces derniers se conforment aux articles 79 et 80 du règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Nous recommandons que soit prohibée au Québec toute importation et vente de viande provenant d'animaux ayant été abattus sans insensibilisation préalable. Nous recommandons que soit amendé le Code civil du Québec afin de reconnaître les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Alors, Madame la députée, ce sont nos recommandations. Et en terminant brièvement, quand vous nous parlez de cet abattage cruel, est-ce qu'on a une idée au Québec de combien d'animaux seraient abattus pour des raisons religieuses et que ce ne serait pas fait dans les règles de l'art, qu'il y aurait cruauté? Est-ce qu'on a une idée? Avez-vous ce chiffre? Les chiffres ne sont pas faciles à obtenir, mais certains journalistes ont dit que c'était 8 il y a, les chiffres du MAPAC disent que c'est 20 des bovins. Donc, les statistiques sont plus faciles à obtenir pour ce qui concerne d'autres pays. Pour le Québec, c'est un peu difficile. Mais les dérogations à ces modes d'abattage-là, la façon même, l'observance même de ces rituels-là, de par leur essence même, ne peuvent pas être exempts de cruauté à cause que les modes kasher et halal ont ceci en commun, qu'ils visent la préservation des vertèbres cervicales qui abritent la moelle épinière. Alors, dès lors que vous les préservez, c'est impossible que ce soit pas... Non seulement que c'est impossible que ce soit indolore, mais en plus, c'est extrêmement source de souffrance pour l'animal. Merci beaucoup. Alors, merci. Maintenant, je reconnais le député de Blainville. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, bonjour. Je crois, si j'ai bien compris, que ce soit dans la version révisée ou pas, il y a quand même la recommandation que les coûts qui sont liés à la certification en nature religieuse soient plutôt défrayés, j'allais dire, par les communautés ou du moins les gens. Peut-être nous l'indiquer verbalement parce que les gens, effectivement, n'ont pas tous la capacité, peuvent pas tous lire votre mémoire. Mais ça représente quand même une grosse proportion des aliments au Québec qui sont cachers ou qui ont cette certification-là. Il y a des coûts associés à ça. C'est un peu ce que vous nous dites, là. Est-ce que certains chiffres peut-être à nous 75 des produits alimentaires vendus au Québec portent un sceau de nature religieuse. Maintenant, parmi ça, il peut y avoir des produits importés, mais il y a aussi des produits locaux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs québécois qui paient pour obtenir la certification kasher et d'autres halal, mais ce sont eux qui paient à ces communautés confessionnelles concernées les coûts de ces certifications-là, alors que nous, notre position, c'est que ça devrait être plutôt l'inverse, que ça devrait être les communautés confessionnelles qui les réclament, qui réclament ces certifications, qui devraient les défrayer. Pour nous, il me semble que le consommateur... on trouve que c'est brimer les droits de la majorité des consommateurs qui n'appartiennent pas à ces confessions. Nous considérons que ce n'est pas à eux de payer le coût de ces certifications. Parce que, indirectement ou directement, on présume que les coûts qui sont chargés par les communautés, soit les rabbins, les imams, se reflètent dans le coût sur la tablette, si on peut dire. C'est ce que vous nous dites. Effectivement. Là. Alors, vous dites que dans le cadre, grosso modo, d'une société laïque, nous n'aurions pas en tout cas, la majorité de la population n'aurait pas à défrayer des coûts qui sont reliés à une pratique religieuse. Exact. C'est un peu ce que vous nous dans dites. Un État vraiment laïque, un État vraiment séculier et laïque. Ouais. S'il l'est vraiment. Bien, avec les autres recommandations que vous avez lues tout à l'heure, là, moi, c'est un peu comme ça m'intéressait du même point de vue que la députée de Montarville, c'est connaître davantage vos recommandations. Pour moi, ça fait le tour. Je vous remercie quand même d'être venu nous sensibiliser à quelque chose que peu de personnes, là, jusqu'à maintenant, ont fait dans le cadre de cette commission parlementaire. Merci, mesdames. Monsieur le Président, c'est complet. Tu veux qu'on continue? Monsieur Ferrand. Vous avez terminé? Oui. Okay.
Merci, Monsieur le député. Merci, Madame Bousquet, Madame Charbonneau, pour le temps que vous avez pris pour préparer votre mémoire et de, bien entendu, venir nous le présenter. Sur ça, je vais suspendre quelques instants pour permettre aux deux prochains intervenants, M. Charles Castonguay et M. Bernard Taylor, de prendre place. Alors, on suspend quelques moments.